Alors que j'étais en déplacement, ma belle-sœur est entrée par effraction chez moi, a changé la serrure, et m'a annoncé que la maison ne m'appartenait plus. Elle a prétendu que c'était une compensation, tout simplement parce que je refusais de lui prêter de l'argent. Alors, j'ai appelé la police. Je suis une femme de 42 ans, et je vis à Scranton, en Pennsylvanie. Je travaille dans un atelier d'usinage, et je fais cela depuis près de 20 ans. Je suis le genre de femme qui pointe à l'heure, fait son travail consciencieusement, et reste dans son coin. Je n'ai pas besoin de grand-chose dans la vie, juste de mes outils, d'un pick-up qui roule, et de tranquillité à la maison. Je suis marié à Carlos depuis 13 ans. Nous n'avons pas d'enfants, et, honnêtement, cela nous convient très bien. Nous nous sommes concentrés sur la construction d'une vie stable. Nous avons acheté une petite maison de 2 chambres, après avoir économisé pendant des années. Ce n'est rien d'extravagant, mais c'est chez nous. Nous avons d'ailleurs déjà remboursé la majeure partie du prêt hypothécaire. Nous avons travaillé dur pour obtenir tout ce que nous avons. Pas d'aide gratuite, et aucun raccourci. La petite sœur de Carlos, Diana, a toujours été notre exact opposé. Elle a 35 ans, et elle court toujours après des chimères. Tous les 6 mois, c'est un nouveau projet miracle. Le dropshipping, les crypto-monnaies, l'achat-revente d'immobilier sans apport, ou encore une vague idée d'application mobile révolutionnaire. En réalité, elle est bien trop paresseuse pour construire quoi que ce soit. Elle a vécu chez sa mère par intermittence, a squatté chez des amis, et a même dormi sur notre canapé à quelques reprises, au tout début de notre mariage. Elle n'a jamais gardé un emploi plus d'1 an, et elle rejette toujours la faute sur les autres. J'ai gardé le silence à ce sujet pendant des années, uniquement pour le bien de Carlos. Il aimait sa sœur, même si elle le rendait souvent fou. Et, pour être parfaitement honnête, à l'époque où nous nous sommes mariés, Diana avait encore un peu de charme. Elle était drôle, elle faisait rire les gens, et elle possédait cette façon de parler qui donnait l'impression qu'elle était sur le point d'accomplir de grandes choses. Mais aujourd'hui, elle n'était plus qu'une sangsue, dotée d'un ego surdimensionné. Il y a 6 mois de cela, en décembre dernier, Diana m'a appelé à l'improviste. Carlos était au travail. Elle m'a demandé de lui prêter 15 000 €. Elle a affirmé qu'elle se lançait dans un nouveau projet de vente sur Amazon, FBA, en partenariat avec une femme originaire de Philadelphie. Apparemment, c'était une affaire en or. Elle avait préparé tout un argumentaire, comme si elle participait à l'émission Shark Tank pour lever des fonds. Je lui ai répondu catégoriquement, non. Sans être impoli, mais en étant très clair. Nous venions tout juste de dépenser une fortune pour rénover notre cuisine. De plus, Carlos avait subi une baisse de salaire temporaire. Je n'allais certainement pas jeter 15 000 € dans un trou noir. Elle est restée silencieuse pendant une seconde. Puis, elle a ajouté, « Je ne te demande pas l'aumône. C'est un prêt. » J'ai rétorqué, « Ouais, et tu n'as toujours pas remboursé ces 300 € qui datent de février 2019. » Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS de Carlos. « Qu'est-ce que tu as dit à Diana ? » Elle harcèle mon téléphone. Ensuite, quelques messages sont apparus dans notre groupe de discussion familiale. Diana a pété les plombs, m'a qualifié de manipulatrice, et a déclaré que j'essayais de l'éloigner de Carlos. Elle a ajouté que j'étais aigri, parce que je ne prenais jamais de risques dans la vie, et que je me comportais comme une petite femme effrayée. Carlos a rapidement mis le holà. Il lui a interdit de parler de moi de cette façon, et lui a rappelé que j'avais parfaitement le droit de refuser ce prêt. Cependant, j'ai tout de suite senti que la dynamique avait changé. Elle a gardé le silence après cette dispute. Plus de textos, plus d'appels. Je pensais naïvement que l'affaire était close, mais je me trompais lourdement. Faisons un saut dans le temps jusqu'à un mardi de mars, soit 3 mois plus tard. C'était une journée particulièrement froide. Carlos était en déplacement, car il assistait à une conférence professionnelle à Denver. Je venais de terminer un long service à l'atelier, et je m'étais arrêté pour acheter un sandwich sur le chemin du retour. En me garant dans l'allée, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose clochait. La lumière du Porsche était allumée. C'était bizarre, car elle est réglée sur une minuterie, et elle n'aurait pas dû s'allumer si tôt dans la journée. Je me suis approché de la porte d'entrée, et j'ai glissé ma clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. J'ai réessayé une seconde fois. Rien à faire. Je suis resté planté là, confuse, vérifiant à 2 fois que j'avais bien la bonne clé en main.
C'était bien le cas. Alors, j'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai appelé Carlos, mais il n'a pas décroché. J'ai alors envoyé un SMS, et, il y a un truc bizarre. Ma clé ne marche pas, as-tu fait changer les serrures? Toujours aucune réponse. Soudain, la lumière du porche a clignoté. Une seconde plus tard, la porte s'est entr'ouverte, laissant apparaître Diana. Elle portait l'un de mes vieux t-shirts de travail, buvait tranquillement une bière, et se tenait sur le pas de ma porte. Mon sang n'a fait qu'un tour, me glaçant les veines. « Qu'est-ce que tu fiches ici, bon sang ?» ai-je demandé. Elle a eu un petit sourire narquois, et a répondu avec aplomb, « Ce n'est plus ta maison. » J'ai cligné des yeux, pensant que j'avais mal entendu. « Pardon ? Tu as fait ton choix quand tu as tourné le dos à ta famille, » a-t-elle déclaré, prenant un ton dramatique, comme si elle citait le méchant d'un film. Je lui ai dit d'arrêter ses conneries immédiatement, et j'ai poussé la porte. Elle a reculé d'un pas, et s'est adossée contre l'encadrement. Elle buvait toujours sa bière, et souriait toujours. « Tu as refusé de m'aider, alors je me suis servie toute seule » a-t-elle lancé. Carlos m'a dit que je pouvais venir vivre ici, chaque fois que j'en aurais besoin. C'est toi l'intruse, maintenant. Puis, sans prévenir, elle m'a claqué la porte au nez. Je suis resté figé, sous le choc. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une très mauvaise blague. Peut-être que Carlos lui avait effectivement dit qu'elle pouvait rester pendant son absence, mais il m'aurait prévenu. Il n'aurait jamais pu m'imposer une chose pareille, sans m'en parler. J'ai de nouveau tambouriné à la porte de toutes mes forces. Pas de réponse. Il s'est mis à pleuvoir. Je suis resté là, trempé jusqu'aux os, à fixer cette porte fermée. Je n'arrêtais pas d'appeler Carlos, mais je n'obtenais toujours aucune réponse. Puis, la réalité m'a frappé de plein fouet. Diana avait bel et bien changé les serrures. Elle avait probablement fait venir un serrurier en urgence, utilisé de faux papiers en prétendant être la femme de Carlos, et fait refaire les clés de la maison. J'ai d'ailleurs découvert plus tard, qu'elle avait utilisé une fausse pièce d'identité et un contrat de bail falsifié. Elle était devenue plutôt experte dans la création de faux documents, pour mener à bien ses arnaques. Et maintenant, elle était confortablement installée dans mon salon, buvant ma bière, et portant mes vêtements. J'ai ressenti un mélange viscéral de rage et de panique. Je n'avais aucune intention de briser une vitre, au risque de me faire arrêter pour avoir tenté d'entrer par effraction dans ma propre maison. Je devais agir de manière intelligente. Alors, j'ai appelé Jessica. Jessica et moi nous connaissons depuis très longtemps. Elle est policière. Je l'avais aidée à réparer le moteur de son vieux pick-up Ford F-150 l'hiver dernier, et elle me devait clairement une faveur. Je lui ai expliqué la situation au téléphone. Elle ne m'a même pas posé de questions superflues. Elle m'a répondu qu'elle était à 5 minutes de là, et qu'elle allait amener des renforts avec elle. 15 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille se sont garées devant chez moi. Jessica s'est dirigée d'un pas décidé vers le porche, et a frappé très fort. Diana a de nouveau ouvert la porte. Mais cette fois-ci, elle avait l'air nettement plus nerveuse. « Quel est le problème, officier ?» a-t-elle demandé, récitant son texte comme une mauvaise actrice. Jessica n'est pas entrée dans son jeu. Vous ne vivez pas ici. Votre nom ne figure pas sur l'acte de propriété. La véritable propriétaire se tient juste là, et elle affirme que vous n'avez pas été invité. Diana a commencé à balbutier des excuses. Carlos. Mon frère a dit que je pouvais rester ici quand je le voulais. Jessica l'a coupé net, et on ne change pas les serrures de la maison de quelqu'un d'autre. Vous avez exactement 5 secondes pour sortir de vous-même, sinon c'est nous qui entrons. Diana est restée pétrifiée sur place. Elle a ensuite essayé de protester, mais il était déjà trop tard. Les policiers ont forcé le passage. L'instant d'après, j'ai vu Jessica traîner Diana par le bras, vers la sortie. Diana se débattait et hurlait à plein poumon, « Je suis de la famille. » Elle, ce n'est pas la famille. C'est une maniaque du contrôle. C'est la maison de mon frère. Les voisins sont sortis de chez eux pour regarder le spectacle. Quelqu'un a même filmé la scène avec son téléphone, mais je m'en fichais éperdument. Ils l'ont menotté sur le champ, et l'ont emmené au poste de police, pour intrusion et violation de domicile. Plus tard dans la soirée, Carlos a pris un vol pour rentrer en urgence à la maison. Il était absolument horrifié par la situation. Il s'est avéré qu'il y a des mois de cela,
lors d'une conversation totalement informelle, il avait dit en passant à Diana que, si un jour elle touchait vraiment le fond, elle pourrait dormir dans notre chambre d'amis. Mais c'était bien avant qu'elle ne coupe les ponts avec tout le monde, et, surtout, bien avant notre violente dispute concernant le prêt d'argent. Il n'a jamais eu la moindre intention de la laisser emménager, sans m'en avertir au préalable. Et il ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle change les serrures de notre porte, pour me jeter à la rue. Nous avons vite découvert qu'elle avait vendu certaines de nos affaires sur Facebook Marketplace. Elle avait également utilisé son ancienne carte de crédit, trouvée au fond d'un tiroir, pour commander de la nourriture, de l'alcool, et Dieu sait quoi d'autre. Nous avons immédiatement porté plainte contre elle. Les jours qui ont suivi l'expulsion de Diana ont été très flous pour moi. Carlos était de retour à la maison, essayant de garder la tête froide, mais il était profondément ébranlé. Moi, j'étais furieuse, et je n'allais pas me calmer de sitôt. Nous avons inspecté la maison de fond en comble, pièce par pièce, pour tout vérifier. Elle avait méticuleusement fouillé dans nos tiroirs, nos placards, et même dans notre meuble à dossier verrouillé, situé dans le bureau. Je ne sais comment, elle avait réussi à le forcer. Un tas d'effets personnels précieux avait disparu. De vieilles photos, la collection de montres de Carlos, ainsi que des cartes de baseball dédicacées, que je possédais depuis mon enfance. Tout s'était volatilisé. Nous avons déposé un rapport supplémentaire à la police, et avons commencé à faire le tour des prêteurs sur gage de la ville. C'est à ce moment-là que la deuxième vague d'ennui nous a frappés. Elle ne s'était pas contentée de squatter notre domicile de manière opportuniste. Elle avait, en réalité, prétendu en être la propriétaire légitime. Il y avait des emails compromettants sur l'ordinateur portable de Carlos. Elle s'était connectée à son compte personnel, et ces messages prouvaient qu'elle avait tenté de mettre la maison en location sur Craigslist. Elle avait créé une fausse annonce particulièrement détaillée, avec des photos de notre salon et de notre jardin. Elle décrivait la propriété comme une maison de luxe pour cadre dynamique, entièrement meublée, avec les charges comprises dans le prix. Elle discutait avec des personnes intéressées, se comportant exactement comme un propriétaire le ferait. Un homme s'est même présenté chez nous, alors que nous étions présents. Il s'est garé dans l'allée avec sa fille adolescente, et m'a demandé, c'est bien la maison qui était listée sur Internet ? J'ai un rendez-vous pour une visite avec Diana. J'ai failli perdre complètement mon sang-froid à cet instant. Carlos a dû intervenir pour me calmer. L'homme, quant à lui, était confus et terriblement embarrassé par la situation. Il nous a expliqué que Diana lui avait envoyé des photos par message, et lui avait même promis une date d'emménagement très proche. Dieu merci, il ne lui avait pas encore versé de caution en liquide. Malheureusement, quelqu'un d'autre l'avait fait. Une femme du New Jersey lui avait envoyé 800 € via l'application Venmo, afin de bloquer la réservation de la chambre. C'est à cet instant précis que j'ai vraiment compris l'ampleur du stratagème de Diana. Elle ne se contentait pas de vivre à nos crochets comme un parasite. Elle dirigeait une véritable escroquerie, en utilisant notre maison comme couverture. Carlos l'a très mal vécu. Il n'arrêtait pas de s'en vouloir. Je n'aurais jamais dû lui dire qu'elle pouvait venir vivre ici. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait ça. Mon Dieu, je me sens tellement stupide. Je lui ai assuré que ce n'était en aucun cas de sa faute. Personne ne s'attend à ce que sa propre sœur commette une chose aussi folle et calculée. Malheureusement, ce cauchemar n'était pas encore terminé. Une semaine après son arrestation, Diana a été libérée sous caution. Dans la foulée, nous avons reçu une assignation légale pour une demande de droit de résidence d'urgence. Je ne savais même pas qu'une telle procédure existait. Apparemment, Diana essayait de faire valoir devant le juge que Carlos lui avait verbalement accordé un statut de résidente légitime. Elle clamait qu'elle avait droit à un logement, sur la base d'un accord familial explicite. Pour étayer son mensonge, elle a soumis de faux emails et des SMS trafiqués. C'étaient des messages qui semblaient provenir du téléphone de Carlos, disant des choses comme « Tu auras toujours une place ici, tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin ». Ces documents étaient falsifiés de toutes pièces, avec l'aide d'applications spécialisées. Il n'avait absolument jamais écrit ça. Notre avocat est rapidement intervenu dans le dossier pour démonter cette fable. Nous lui avons remis nos relevés téléphoniques officiels, les enregistrements de nos caméras de sécurité, bref, absolument toutes les preuves que nous avions. Mais Diana n'a pas arrêté pour autant. Elle continuait à venir se garer au bout de notre rue, assise seule dans sa voiture, à fixer notre maison avec insistance. Parfois, en passant,
elle jetait des détritus dans notre allée, comme des canettes de bière vides ou des sacs de restauration rapide. C'était toujours la même voiture, une vieille Honda Civic verte, cabossée de partout, avec du ruban adhésif gris sur le pare-choc. Un soir, alors que je sortais pour vider les poubelles, j'ai trouvé l'une de mes cartes de baseball volée, glissée dans notre boîte aux lettres. Elle était déchirée en deux, et posée là de manière bien visible, telle une menace explicite. J'avais l'impression de perdre peu à peu la tête. Nous avons ajouté une demande d'ordonnance restrictive au dossier judiciaire, mais ce genre de procédure prend énormément de temps. Et, en attendant que la décision du juge soit finale, Diana a continué à franchir toutes les limites possibles. Puis est survenu le deuxième rebondissement majeur de cette histoire. La mère de Carlos nous a appelés. Pour être tout à fait honnête, elle n'est pas vraiment ma plus grande fan. Elle a toujours pensé que j'émasculais son fils, et que je rendais Carlos beaucoup trop sérieux à son goût. Mais cette fois-ci, le ton de sa voix était d'un sérieux absolu et inhabituel. Elle a expliqué à Carlos qu'elle avait fini par mettre Diana à la porte, quelques jours plus tôt. Diana avait débarqué complètement ivre chez elle, exigeant que sa mère nous appelle immédiatement pour tout arranger en sa faveur. Face au refus catégorique de sa mère, Diana est entrée dans une rage folle. Elle a saccagé le salon, renversé la table basse, et brisé une lampe de valeur. Sa mère a également appelé la police ce soir-là, mais Diana a pris la fuite en voiture avant l'arrivée des agents. Et voici le clou du spectacle, la révélation qui a tout changé. La mère de Carlos nous a avoué que Diana préparait son coup monté depuis des semaines. Elle lui avait déclaré ouvertement et sans la moindre honte, « Si Rachel refuse de me prêter l'argent, je n'ai qu'à emménager chez eux en force, et la pousser à bout pour la faire partir. Carlos prendra forcément mon parti. Elle fera ses valises. Et il réalisera enfin que je suis la seule vraie famille qui lui reste. » Son but ultime était de détruire purement et simplement notre couple. Elle pensait vraiment que, si elle squattait assez longtemps et semait suffisamment la zizanie, Carlos finirait par avoir pitié d'elle, et me mettrait à la porte. Elle y croyait dur comme fer. C'était là tout son plan de bataille. C'est à cet instant précis que mon cerveau a basculé. Je ne faisais pas simplement face à une profiteuse agaçante ou à une squatteuse ordinaire. J'avais affaire à une manipulatrice hautement toxique. Une personne dangereuse, intimement convaincue de pouvoir s'immiscer entre mon mari et moi, pour s'emparer de ma vie. J'ai rappelé Jessica sur le champ, et je lui ai annoncé que je voulais porter toutes les accusations criminelles possibles contre elle. Pas seulement pour violation de domicile, mais aussi pour fraude, usurpation d'identité, tentative d'escroquerie immobilière, effraction avec préméditation, vol de carte de crédit, harcèlement aggravé. Absolument tout ce que le code pénal permettait. Jessica m'a alors appris quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et qui a éclairé la situation d'un jour nouveau. Elle m'a dit, « Tu n'es pas la seule victime dans cette histoire. Diana a des antécédents pour des délits mineurs, mais un véritable schéma comportemental se dessine. Elle a déjà monté des arnaques similaires par le passé, bien qu'elle n'ait jamais pris une telle ampleur. » Quand j'ai demandé, indigné, pourquoi personne ne nous avait jamais mis en garde contre elle, Jessica m'a répondu avec lassitude, parce que la grande majorité de ses victimes faisaient partie de sa propre famille. Ils ont tous fini par abandonner les poursuites, pour éviter les drames familiaux. Mais pas cette fois-ci. Carlos et moi avons redoublé d'efforts pour la coincer. Nous avons fait geler nos dossiers de crédit, renforcé notre système de surveillance domestique, et engagé un avocat redoutable. Plus nous creusions, plus nous découvrions d'horreurs la concernant. Nous nous sommes même rendus compte qu'elle volait régulièrement notre courrier dans la boîte aux lettres, pendant que nous étions partis travailler. Un voisin l'avait d'ailleurs filmé une fois par hasard, mais il ignorait son identité à ce moment-là. Elle avait ainsi intercepté un relevé bancaire confidentiel, ainsi qu'une offre de carte de crédit préapprouvée. C'était de l'usurpation d'identité à grande échelle, organisée méthodiquement. À ce stade, j'étais profondément furieuse, mais surtout extrêmement déterminée. Je n'allais pas me contenter de la mettre simplement à la porte et de tourner la page. J'allais la noyer sous les conséquences judiciaires, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Et juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait humainement pas empirer, Carlos a découvert qu'il faisait l'objet d'une enquête interne. Le service des ressources humaines de son entreprise l'avait convoqué. Ils avaient reçu un signalement anonyme et alarmant, l'accusant d'être activement impliqué dans un réseau de fraude au logement. Le message affirmait qu'il hébergeait sciemment une criminelle chez lui, afin de faciliter des escroqueries financières. Les RH n'ont pas précisé l'auteur de ce signalement,
mais nous savions pertinemment que Diana essayait de franchir une nouvelle ligne, ruiner la carrière de son propre frère. Le visage de Carlos était livide, lorsqu'il a raccroché le téléphone après avoir parlé à sa direction. Ils lui ont expliqué de manière très procédurière qu'il ne portait pas encore d'accusation formelle contre lui. Il menait simplement une enquête de routine obligatoire, suite à cette dénonciation. Carlos travaille pour une société financière prestigieuse, où les réglementations éthiques sont extrêmement strictes. S'ils soupçonnent la moindre implication dans une fraude ou une activité louche, ils ont le pouvoir de vous suspendre le temps de l'enquête. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ce jour-là. Il a été mis à pied, en l'attente des conclusions de l'audit interne, avec un effet immédiat sur son emploi du temps. C'est à ce moment précis que Diana a définitivement cessé d'être une simple incapable à nos yeux. Elle n'était pas seulement une perdante chronique, perpétuellement poursuivie par la malchance. Elle était profondément vindicative, et incroyablement calculatrice. Elle ne cherchait pas seulement un toit gratuit ou un endroit où dormir quelque temps. Son véritable objectif était de nous détruire par tous les moyens possibles. J'ai rappelé Jessica en urgence, et je l'ai informée du signalement anonyme fait auprès du travail de Carlos. Elle m'a conseillé de tenir bon et de ne pas paniquer, m'assurant qu'elle travaillait déjà sur une piste très solide de son côté. Apparemment, la fausse annonce de location sur Internet et les messages de transaction Venmo avaient propulsé l'affaire dans une catégorie juridique beaucoup plus grave. Il s'agissait désormais de fraude caractérisée, avec l'intention manifeste de tirer profit de biens volés. Avec le vol de courrier fédéral et le rapport malveillant aux ressources humaines qui s'y ajoutaient, nous avions enfin suffisamment d'éléments pour lancer une enquête criminelle approfondie et dévastatrice. Cependant, la procédure avançait lentement, bien trop lentement à mon goût de femme bafouée. Alors, j'ai commencé à mener mes propres recherches clandestines. Je me suis soudain souvenu que Diana avait oublié son vieil iPhone à l'écran fissuré sur notre table basse, le fameux soir de son arrestation mouvementée. Je l'avais jeté négligemment dans un tiroir du bureau, avec l'intention de le remettre ultérieurement à la police, mais j'avais complètement oublié de le faire. Carlos m'a signalé avec justesse qu'il n'avait pas de code de verrouillage actif, alors je l'ai branché et je l'ai allumé. Effectivement, le téléphone s'est mis en marche sans demander de mot de passe, et j'y ai absolument tout trouvé. C'était la boîte de Pandore. Elle utilisait une application de prise de notes de base, qui était remplie de stratégies détaillées et effrayantes. Je vous parle de plans d'action élaborés étape par étape, dignes du scénario d'un mauvais film de braquage hollywoodien. Elle avait même donné des titres grandiloquents à chacune de ses arnaques, le bluff de l'effraction surprise, le levier émotionnel du frère, le plan de verrouillage total de la maison, ou encore plan de secours, rapport effrayant au RH et lien de signalement anonyme. Elle y avait consciencieusement listé ses objectifs finaux, les étapes intermédiaires à suivre, et même des scénarios de dialogue rédigés à l'avance. Elle prévoyait ce qu'elle devait dire pour apitoyer les policiers, comment mentir avec aplomb à Carlos, et quels mots précis utiliser pour convaincre un serrurier de changer les verrous, sans lui présenter la moindre pièce d'identité valide. L'appareil contenait également un nombre incalculable de captures d'écran de SMS falsifiées, censées avoir eu lieu entre elle et Carlos. Elle s'était servie d'une application trompeuse de faux messages, afin de créer des conversations factices de toutes pièces, et de les conserver comme de prétendues preuves légales. On y trouvait aussi des historiques complets de l'application Venmo, montrant des paiements récents provenant d'au moins 3 personnes différentes. Certains transferts portaient de manière évidente la mention caution de loyer du premier mois, ou aux charges de la maison incluses. C'était une véritable mine d'or en matière de preuves irréfutables. Mais la partie la plus effrayante, celle qui m'a glacé le sang, restait sa liste de choses à faire. Une to-do list prévue pour le moment exact où elle se serait enfin débarrassée de moi. Une fois Rachel définitivement partie, demander une ordonnance restrictive contre elle au tribunal. Elle a un tempérament agressif. Ça paraîtra très crédible. Contacter un ami avocat pour les papiers. Falsifier un contrat de bail au nom de Carlos. Ramener Carlos de mon côté par la pitié. Lui rappeler l'arrangement passé de maman. Lancer un financement participatif GoFundMe. Injustement expulsé de chez moi par ma méchante belle-sœur. Emménager officiellement dans la chambre principale. Mettre les factures d'énergie de la maison à mon nom. Acheter une nouvelle voiture avec les dons. Je suis restée assise là, tremblante de la tête aux pieds. Pas de peur, je vous l'assure, mais d'une rage froide et incommensurable. Il ne s'agissait plus seulement d'une abrutie égoïste qui squattait notre maison par manque d'argent. C'était une escroquerie de très grande envergure,
planifiée sur le long terme avec une minutie diabolique. Et nous étions ses cibles prioritaires depuis Dieu sait combien de temps. J'ai immédiatement fait des copies numériques de chaque élément trouvé. J'ai tout envoyé à Jessica, à notre brillant avocat, ainsi qu'au service des ressources humaines de l'entreprise de Carlos. J'ai aussi imprimé des copies papier de l'intégralité du dossier, que j'ai caché dans 3 endroits différents de la maison, par simple mesure de précaution. Les retombées de cette découverte ont été immédiates et spectaculaires. Les ressources humaines ont officiellement annulé l'enquête concernant Carlos, dès qu'ils ont pu examiner les faux SMS trouvés dans les notes accablantes de Diana. Ils ont qualifié le signalement initial d'interférence malveillante grave, et l'ont transmis à leur service juridique interne pour d'éventuelles poursuites. Carlos a été réintégré à son poste le jour même, avec le versement intégral de son salaire rétroactif. De plus, il a reçu des excuses formelles de la part du directeur régional en personne. Cependant, Diana ignorait complètement que nous étions en possession de son téléphone portable et de ses secrets. Alors qu'elle pensait fermement que nous luttions encore pour garder la tête hors de l'eau face à ces attaques, elle a commis la plus monumentale de ses erreurs stratégiques. Elle a tenté d'intenter une action au civil contre moi, en réclamant d'importantes réparations financières. Elle a prétexté de graves dommages émotionnels, affirmant sous serment que je l'avais menacée physiquement lors de son expulsion par la police. Elle a même osé joindre un faux rapport médical à sa plainte, indiquant qu'elle souffrait de crises de panique aiguë liées au stress post-traumatique, et d'un traumatisme récurrent directement causé par l'intervention brutale des forces de l'ordre. Elle essayait sans vergogne de me poursuivre en justice pour la somme folle de 50 000 €. L'audace incroyable de cette manœuvre m'a fait éclater de rire pour la première fois depuis des semaines de tension. J'ai ensuite transmis à mon avocat l'intégralité des données récupérées sur son téléphone, afin qu'il prépare notre contre-attaque. À peu près à la même période, d'autres failles critiques ont commencé à apparaître dans son plan parfait. L'une des personnes vulnérables que Diana avait escroquées avec sa fausse annonce de location, s'est manifestée de son plein gré auprès des autorités, en fournissant des SMS et des captures d'écran des transactions. Une autre victime persévérante l'a retrouvée via un groupe de propriétaires mécontents sur Facebook, et nous a envoyé une chaîne de courriels particulièrement compromettante. On y voyait Diana se faire passer pour une certaine Diana R, en utilisant une fausse adresse Gmail professionnelle. Nous avons remis l'ensemble de ces éléments accablants à la police locale. Notre avocat a fait pression sur le procureur de district, pour que toutes les charges éparses soient regroupées en un seul grand dossier criminel. Violation de domicile caractérisée, fraude avérée, usurpation d'identité avec préméditation, harcèlement continu, fausse déclaration sous serment à la police, et falsification de correspondance électronique. Malgré cette épée de Damoclès, Diana ne s'est toujours pas arrêtée. Pas encore, en tout cas. Se croyant intouchable, elle a ensuite décidé de s'en prendre à ma réputation professionnelle. Quelqu'un a laissé un avis très agressif avec une seule étoile, sur la page Google professionnelle de l'atelier d'usinage où je travaille. Le commentaire affirmait que j'étais une employée violente, psychologiquement instable, et connue de tous pour être ouvertement raciste. 2 autres avis similaires et tout aussi diffamatoires sont apparus au cours de la même semaine. L'un d'eux prétendait même que j'avais menacé de mort un collègue avec une arme blanche dans l'atelier. En 20 longues années de carrière irréprochable, je n'avais jamais fait l'objet de la moindre plainte aux ressources humaines. Mon patron m'a appelé dans son bureau pour me demander ce qu'il se passait. J'ai immédiatement compris de quoi il retournait, et qui tirait les ficelles de cette mascarade. Chaque avis mensonger provenait d'un compte nouvellement créé, sans aucun historique sur Internet. Ils avaient tous été publiés de manière coordonnée, à quelques minutes d'intervalle à peine. Et, surtout, après une rapide vérification, ils remontaient tous à une seule et même adresse IP, celle de Diana. Ce fut pour moi la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il ne s'agissait plus seulement d'une histoire mesquine de serrures changées, de chambres squattées, ou d'argent extorqué. Cette femme, cette belle-sœur que j'avais tolérée pendant des années, cherchait activement à détruire ma vie entière, morceau par morceau. Elle voulait briser mon mariage, ruiner ma carrière professionnelle, voler la maison de ma famille, tout en jouant publiquement le rôle de la victime innocente. Elle s'en était prise à la mauvaise personne. Et la vengeance que je préparais dans l'ombre n'allait pas simplement être une question de karma ou de justice poétique. Elle allait être permanente et définitive, afin de m'assurer qu'elle ne recommencerait jamais. Je n'avais jamais cherché la guerre avec Diana. Tout ce que j'avais toujours demandé depuis mon mariage, c'était la paix dans mon foyer, le respect sincère de mon mari, et un minimum syndical de décence humaine.
Mais Diana avait craché sur chacune de ses valeurs fondamentales, en riant. Elle m'avait jeté à la rue, en m'expulsant de ma propre maison achetée à la sueur de mon front. Elle avait tenté d'escroquer de pauvres inconnus en utilisant mon adresse, elle avait essayé de me diffamer sur mon lieu de travail, de briser mon couple, et de faire perdre son emploi bien rémunéré à mon mari. Alors, j'ai pris une décision irrévocable. J'ai décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec elle, en utilisant la puissance de la vérité et la rigueur de la loi. Le tout accompagné d'une dose parfaitement calibrée d'humiliation publique, pour que la blessure de sa défaite reste cuisante à tout jamais. La contre-attaque a commencé par le dépôt massif des plaintes pénales. Grâce aux notes édifiantes découvertes dans son propre téléphone, combinées de manière implacable aux reçus Venmo, aux fausses conversations par SMS et aux images indéniables de vidéosurveillance, Diana a été frappée par une avalanche de chefs d'accusation. Usurpation d'identité, fraude à la carte de crédit, violation aggravée de domicile, harcèlement, diffamation publique, tentative de fraude immobilière à grande échelle, dépôt de fausses plaintes pénales, et fraude civile liée à son procès bidon visant à m'extorquer 50 000 €. Le procureur en charge du dossier ne s'est pas contenté de déposer mollement les plaintes, il y est allé avec une force de frappe inouïe. Le juge a immédiatement signé une ordonnance stricte d'interdiction de contact, et Diana a été arrêtée une seconde fois par les forces de l'ordre. Cette fois-ci, l'opération s'est déroulée sans aucun avertissement préalable. Elle n'a eu aucune chance de s'enfuir dans un autre état, ni le moindre temps pour préparer une nouvelle excuse pathétique. Ils l'ont rudement menottée sur le parking crasseux du motel sordide où elle crêchait depuis sa première libération. Apparemment, elle s'était violemment battue avec un autre client du motel la nuit précédente, et des coups de poing avaient été échangés. Les policiers avaient donc déjà son nom enregistré dans un rapport d'incident très récent, ce qui a facilité sa localisation. Elle ignorait totalement, lorsqu'elle a ouvert la porte de sa misérable chambre de motel, que 5 mandats d'arrêt officiels l'attendaient déjà de pied ferme. Mais son arrestation n'était même pas la partie la plus satisfaisante de l'histoire pour moi. Le véritable triomphe s'est déroulé quelques jours plus tard, lors de sa comparution au tribunal. Carlos et moi étions assis au deuxième rang de la salle d'audience, juste derrière les bancs de l'accusation. Diana est entrée dans la pièce, lourdement menottée, portant un vieux sweat à capuche trouée aux manches, et des baskets lamentablement dépareillées. Elle ressemblait à un véritable fantôme, l'ombre d'elle-même. Lorsque le juge a fait la lecture solennelle de la très longue liste de chefs d'accusation retenus contre elle, et lui a demandé si elle comprenait la gravité de la situation, elle n'a pas répondu par l'affirmative. Elle s'est contentée de me dévisager longuement, comme si elle n'arrivait absolument pas à croire que j'avais osé faire ça, que j'avais osé me défendre avec autant de férocité. Mais je ne lui avais tendu aucun piège sournois. Elle s'était infligé tout cela à elle-même, par sa propre vanité et sa cupidité. Tout ce que j'ai fait dans cette histoire, c'est mettre la vérité crue de ses actes en pleine lumière. Sa demande de libération sous caution a été catégoriquement rejetée par le magistrat. Le juge, visiblement agacé par son profil psychologique, l'a qualifiée publiquement de délinquante récidiviste et de manipulatrice dangereuse. Il a souligné qu'elle présentait un schéma d'abus personnel et financier de plus en plus grave et incontrôlable. Elle a donc été placée en détention provisoire à la prison du comté jusqu'à la tenue de son procès, sans aucune possibilité de sortir moyennant finance. Mais, de mon côté, je n'en avais pas encore tout à fait terminé avec elle. Je savais pertinemment que Diana n'avait pas vraiment d'argent de côté, mais j'ai tout de même tenu à intenter une action au civil pour réclamer des dommages et intérêts punitifs. Notre avocat nous a aidés à monter un dossier pour la poursuivre pour dommages matériels dans notre maison, frais de justice exorbitants, perte d'heures de travail pour gérer cette crise, détresse émotionnelle sévère, biens personnels volés et revendus. Fausse déclaration malveillante à l'employeur de Carlos, et diffamation calculée sur mon lieu de travail. Nous avons gagné le procès sans la moindre difficulté. Elle ne s'est même pas présentée à l'audience, ni même fait représenter, pour tenter de se défendre. Le juge nous a accordé, sans hésiter, une indemnisation totale de 42 000 €. Bien évidemment, elle ne possédait pas une telle somme sur son compte en banque. Cependant, cette procédure financière nous a permis de découvrir une information capitale, qui allait sceller son sort. Elle allait très prochainement toucher un héritage inespéré. Au décès de sa grand-mère maternelle, il y a 5 ans de cela, la succession avait été complètement bloquée au tribunal, en raison d'un litige foncier complexe avec d'autres membres de la famille. Mais la situation administrative venait tout juste de se débloquer, au moment le plus inopportun pour elle. Carlos était déjà vaguement au courant de cette affaire d'héritage.
De son côté, Diana s'imaginait secrètement qu'elle allait toucher la totalité de la somme, sous prétexte qu'elle avait toujours clamé être la petite fille la plus proche de leur grand-mère. Elle avait tout faux, sur toute la ligne. En vertu du jugement civil implacable prononcé en notre faveur, nous avons pu agir très vite. Notre avocat a déposé les privilèges nécessaires et a rempli tous les documents légaux, afin de réclamer officiellement cet héritage dès sa distribution par le notaire. L'ensemble de la lourde procédure a pris environ 4 mois de paperasse ininterrompue, mais nous avons fini par tout saisir légalement. La totalité de la somme est tombée entre nos mains. Chaque centime de son héritage inespéré de 42 000 € a été directement affecté au paiement de la décision de justice qu'elle nous devait. Fait incroyable, le montant de l'héritage correspondait d'ailleurs exactement, au euro près, au dédommagement fixé par le juge. Je n'ai pas gardé un seul centime de cet argent pour moi-même. J'ai laissé Carlos décider en son âme et conscience de ce qu'il voulait en faire. Il a fait le choix noble de faire don de la majeure partie de cet argent à une association caritative locale. Cette organisation a pour but d'aider les hommes en détresse à échapper à la violence psychologique et à la fraude au sein de leur propre famille. Il m'a confié plus tard que, si Diana avait grandi dans un meilleur foyer, avec des limites claires, elle ne serait peut-être pas devenue le monstre qu'elle est aujourd'hui. Mais, a-t-il ajouté, grâce à ce don inattendu, quelqu'un d'autre pourra au moins avoir une véritable chance de s'en sortir et de reconstruire sa vie. Mais la longue chute de Diana ne s'est pas arrêtée aux portes de la prison ou à la perte de son héritage. Son nom étant définitivement sali dans toute la ville, son argent volatilisé, et ses arnaques méticuleusement démasquées, son passif accablant sur Internet la suivait désormais absolument partout comme une ombre toxique. La vidéo humiliante la montrant traînée de force par la police, hors de ma maison, est devenue extrêmement virale sur Facebook. Elle avait été publiée innocemment par le fils adolescent de nos voisins, qui l'avait filmée depuis sa fenêtre. Elle a ensuite été largement partagée par un groupe influent de protection des propriétaires victimes de squatteurs, sur un forum très populaire de dénonciation d'arnaques en tout genre, et a même fini sur la page d'accueil du site d'un journal d'investigation local. Tout futur employeur potentiel, tout propriétaire de logement, ou même tout petit ami éventuel qui ferait une simple recherche sur son nom, tomberait inévitablement sur cette vidéo gênante. Il trouverait également les preuves des faux avis malveillants qu'elle avait lâchement rédigés à mon encontre. Pour parachever notre victoire, nous avons retracé toutes ces publications malveillantes sur Internet, envoyé l'impressionnante documentation de preuves à Google, et nous les avons fait supprimer de manière permanente. Mais nous sommes allés encore plus loin dans notre démarche de nettoyage. Nous avons déposé une plainte formelle pour cyberharcèlement auprès de l'équipe juridique de Google, en la reliant directement au dossier de l'affaire pénale en cours. Désormais, les comptes en ligne et les adresses IP qu'elle a utilisées pour me nuire sont signalés comme dangereux sur de multiples plateformes majeures. Elle ne peut plus créer de nouveaux comptes en utilisant les mêmes appareils ou les mêmes connexions Internet, sans qu'ils ne soient automatiquement bloqués par les algorithmes de sécurité pour une vérification manuelle. Elle est devenue un véritable fantôme numérique, persona non grata sur la toile. Elle n'a plus nulle part où se cacher en ligne pour monter ses coups. La moindre de ces traces virtuelles mène directement et irrémédiablement à ses méfaits passés. Pendant que Diana croupissait dans sa cellule, Carlos et moi avons remis notre maison en parfait état. Nous avons fait installer de nouvelles serrures inviolables, un système de sécurité flambant neuf de haute technologie. Nous avons même pris le temps de repeindre de fond en comble la chambre dans laquelle elle avait mis les pieds, pour en effacer jusqu'à la dernière empreinte. Il s'agissait pour nous d'un besoin vital de prendre un nouveau départ, de purifier notre espace. Un après-midi, alors que nous étions en train de trier de vieux dossiers encombrants, Carlos s'est assis sur le canapé à côté de moi. Il a pris ma main et m'a dit d'une voix douce, « Tu sais, si tu n'avais pas tenu bon face à elle avec autant de courage, elle aurait vraiment pu réussir à nous briser pour de bon. » Je l'ai regardé dans les yeux, et je lui ai répondu avec un sourire, « Elle a essayé de toutes ses forces, et elle a perdu sur tous les tableaux. Mais, à vrai dire, j'ai failli craquer moi aussi, à plusieurs reprises. Il y a eu des nuits noires où je me suis profondément remise en question. Je me demandais, torturé par le doute, si mon simple refus de lui accorder ce fameux prêt de 15 000 € était vraiment à l'origine de tout ce chaos inouï. Si, peut-être, pour acheter la paix, j'aurais simplement dû la laisser dormir sur notre canapé une fois de plus, malgré tout. Mais ensuite, mon esprit se rappelait son attitude arrogante, se tenant comme une reine dans ma maison, portant effrontément mon propre t-shirt, et me balançant à la figure, avec mépris, que je ne faisais pas partie de la famille. Cette longue histoire cauchemardesque n'a jamais été une vulgaire question d'argent ou d'hébergement temporaire.
C'était une pure et simple question de contrôle obsessionnel sur nos vies. Diana purge actuellement une peine initiale de 18 mois de prison ferme. Et croyez-moi, elle ne se trouve pas dans un centre de réhabilitation confortable, aménagé pour les détenus privilégiés ou les délinquants en col blanc. Elle est enfermée dans la dure prison du comté, entourée de criminels de droit commun, et confrontée aux véritables conséquences de ses actes de folie. Elle gardera une tache indélébile sur son casier judiciaire pour le restant de ses jours. Elle ne pourra jamais plus louer un appartement de manière classique, sans qu'une vérification de routine de ses antécédents ne révèle au grand jour son vaste stratagème de fraude immobilière. Elle n'obtiendra très probablement jamais d'emploi légal et stable, sans que ses lourdes accusations de vol et d'usurpation ne refassent brutalement surface lors des entretiens d'embauche. Quant à ses rêves illusoires de gloire sur Internet, d'argent facile et de succès sans effort, ils sont définitivement morts et enterrés avec elle dans cette cellule. Toutefois, les conséquences de ces actes ont continué à faire d'énormes vagues, bien au-delà de sa propre famille, et ce, même après sa mise sous les verrous. Environ 6 mois après le début de sa peine carcérale, en septembre de l'année suivante, nous avons reçu un coup de téléphone surprenant de la part de Jessica. Il s'est avéré, au fil de nouvelles enquêtes, que Diana dirigeait en réalité des escroqueries similaires à grande échelle dans plusieurs autres États de la région. Le FBI avait dû s'impliquer activement dans l'enquête, car elle avait allègrement franchi les frontières de l'État pour mener à bien ses arnaques à la location. Ce petit détail géographique transformait ces délits locaux en de véritables crimes fédéraux, passibles de peines bien plus lourdes. Tu te souviens de cette malheureuse femme du New Jersey, qui avait envoyé la fameuse caution de 800 €, a demandé Jessica, lors d'un de nos rendez-vous réguliers autour d'un café. Eh bien, ce n'était de loin pas la seule victime. Les investigations ont montré que Diana avait publié des dizaines de fausses annonces de location alléchantes en Pennsylvanie, dans le New Jersey, et jusqu'au Delaware. Les agents fédéraux du FBI ont réussi à identifier au moins 12 victimes supplémentaires. Toutes, sans exception, avaient envoyé de l'argent de bonne foi pour sécuriser des maisons qui, en réalité, n'étaient pas du tout disponibles à la location. L'enquête approfondie du FBI a révélé que Diana avait cyniquement volé des centaines de photos d'annonces immobilières tout à fait légales et existantes. Elle s'en était ensuite servie pour créer de fausses offres de location très réalistes, réparties sur diverses plateformes populaires du web. Elle avait ainsi réussi à récolter frauduleusement plus de 28 000 € de caution, auprès de nombreuses familles sans la moindre méfiance. Cela représentait une moyenne d'environ 2 300 € volés par victime. Une somme qui est tout à fait cohérente avec le montant habituel des dépôts de garantie exigés dans notre région. La plupart de ces personnes trompées cherchaient désespérément à se loger au plus vite, poussées par des situations personnelles complexes. Parmi les victimes recensées, on trouvait des mères célibataires fuyant des relations toxiques, de jeunes diplômés fauchés cherchant leur premier appartement, ou encore des couples de personnes âgées aux revenus modestes, cherchant un logement plus petit et moins cher à entretenir. Des gens formidables, qui n'avaient absolument pas les moyens financiers de perdre une telle somme d'argent à cause d'une escroquerie. Chacune de ces victimes a dû témoigner formellement de son calvaire devant le juge, que ce soit en personne dans la salle d'audience, ou par le biais d'un appel vidéo depuis leur domicile. Carlos et moi avons tenu à assister à certaines de ces audiences déchirantes. Nous avons écouté, la gorge nouée, ces personnes décrire avec une immense émotion la manière dévastatrice dont l'escroquerie de Diana avait ruiné leur vie en quelques clics. Une femme, en larmes à la barre, a dû expliquer comment elle avait été forcée de retourner vivre avec son ex-conjoint violent, tout simplement car elle n'avait plus les moyens de payer une nouvelle caution pour échapper à son emprise. Un jeune homme plein d'avenir a raconté comment il avait raté la date limite d'inscription à son université de rêve, parce qu'il se battait désespérément pour essayer de récupérer l'argent volé par Diana. Ces témoignages profondément bouleversants m'ont fait réaliser à quel point les dégâts collatéraux causés par la cupidité de Diana étaient incroyablement profonds et destructeurs. Les lourdes accusations portées au niveau fédéral ont ajouté 30 mois supplémentaires, fermes, à sa peine initiale. Diana a donc été transférée sans ménagement de la petite prison du comté, vers un imposant pénitencier fédéral de haute sécurité. L'affaire, devenue croustillante, a rapidement attiré l'attention des médias. Le gros titre racoleur, une femme de la région condamnée lourdement pour avoir dirigé un réseau de fraude au logement multi-État, a fait la une retentissante de 3 journaux différents le même jour. Sa photo d'identité judiciaire, prise lors de son arrestation au motel, s'est retrouvée placardée absolument partout, sur les écrans et dans les kiosques à journaux. Carlos l'a vécu beaucoup plus difficilement que je ne l'aurais imaginé au départ. Un soir, environ 6 mois après le choc de la condamnation fédérale, je l'ai trouvé assis seul sur notre terrasse arrière,
les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, le visage sombre. « Qu'est-ce qui te tracasse autant ?» ai-je demandé doucement, en m'installant dans la chaise voisine de la sienne. Il m'a montré l'écran de son appareil sans dire un mot. C'était un très long article de presse détaillant l'affaire de Diana, mais c'était la section enflammée des commentaires des lecteurs qui l'avait autant ébranlé. Les internautes, outrés, la qualifiaient sans détour de maîtresse manipulatrice sans cœur, et de véritable prédatrice sociopathe. Pire encore, ils spéculaient longuement sur son enfance prétendument brisée, se demandant ce qui avait bien pu la rendre ainsi, et accusant à demi-mot sa famille d'avoir créé un monstre. « Est-ce que j'ai raté quelque chose d'énorme ?» a-t-il murmuré, la voix brisée par l'émotion. Pendant toutes ces années passées à grandir avec elle sous le même toit. Étais-je complètement aveugle sur sa véritable nature? Je comprenais parfaitement l'immense sentiment de culpabilité qui le rongeait de l'intérieur. Carlos est le genre d'homme profondément bon, qui cherche toujours à voir le bon côté des gens, parfois même jusqu'à l'excès et à son propre détriment. Il avait passé des années de sa vie à trouver des excuses irrationnelles au comportement erratique de Diana, l'attribuant systématiquement à de la simple malchance, ou à un manque de maturité qui finirait bien par passer. Aujourd'hui, face à l'ampleur de ses crimes, il remettait toute sa vie et ses souvenirs d'enfance en question. « Tu as simplement été un bon frère aimant et protecteur », lui ai-je répondu en lui serrant la main. Tu ne pouvais en aucun cas deviner qu'elle était capable d'une chose aussi machiavélique. Pourtant, la vérité crue était bien plus complexe et dérangeante que cela. Au cours des longues semaines qui ont suivi, Carlos a commencé à se confier plus librement sur les souvenirs de leur enfance. De vieux schémas comportementaux toxiques, que nous avions tous les deux volontairement ignorés ou minimisés, ont refait surface de manière évidente. Diana avait en fait toujours été extrêmement manipulatrice depuis son plus jeune âge, mais simplement à une échelle plus modeste et gérable. Elle avait par exemple convaincu Carlos de mentir ouvertement à leurs parents concernant ses mauvaises notes, ses fréquentations douteuses, et le nombre de ses petits amis successifs. Lorsqu'ils étaient enfants, elle lui avait emprunté sans scrupule tout l'argent de sa tirelire pour s'acheter des futilités, sans jamais le lui rendre. Plus tard, au lycée, elle lui avait même volé sa première petite amie, en propageant délibérément des rumeurs cruelles selon lesquelles il était infidèle avec d'autres filles. Je crois que je me suis moi-même conditionné à fermer les yeux pour ne pas voir la laide réalité, a avoué Carlos un soir, les larmes aux yeux. Chaque fois qu'elle commettait un acte vraiment horrible ou égoïste, maman disait toujours en soupirant, c'est juste Diana qui fait du Diana. Elle ne le pense pas vraiment à mal. C'est la famille, il faut pardonner. Alors, j'ai fini par apprendre à enfouir tout ça et à l'ignorer, moi aussi. Cette douloureuse prise de conscience fut particulièrement difficile à encaisser pour lui. Cependant, une fois le choc passé, elle fut également incroyablement libératrice pour son esprit. Pour la toute première fois de sa vie, Carlos a cessé de porter sur ses épaules le lourd fardeau de la culpabilité face à la situation désastreuse de Diana. Il a arrêté de se torturer l'esprit, en se demandant s'il aurait pu faire davantage pour la sauver d'elle-même. Pendant ce temps, les nombreux dommages collatéraux des machinations tentaculaires de Diana continuaient de faire surface de toutes parts. Son cercle d'amis proches, ou du moins le peu de personnes qu'il en restait après ces années d'errance, a complètement et définitivement implosé. Il s'est avéré de manière éclatante qu'elle leur mentait à eux aussi, avec la même aisance qu'à des inconnus. Elle leur empruntait régulièrement de petites sommes d'argent, en inventant à chaque fois des histoires larmoyantes sur des réparations de voitures urgentes pour aller travailler, ou des factures médicales imprévues menaçant de la ruiner. Lorsque la nouvelle fracassante de son arrestation fédérale a éclaté dans la presse, plusieurs personnes de son entourage se sont manifestées auprès des enquêteurs. Elles ont partagé, honteuses, leurs propres expériences douloureuses d'escroquerie aux mains de leur soi-disant amie Diana. Une femme, prénommée Maria, nous a même directement contactés via un message privé sur Facebook, cherchant des réponses. Diana l'avait fermement convaincue qu'elle créait de toutes pièces une association à but non lucratif, destinée à venir en aide aux mères célibataires en grande difficulté financière. Elle avait ainsi récolté des dizaines de dons généreux, qui n'avaient bien sûr jamais atteint la moindre organisation caritative, finissant directement dans ses poches pour financer son train de vie. Maria, touchée par la fausse cause défendue par Diana, lui avait versé à elle seule 1200 € de ses économies. Elle était intimement persuadée d'aider concrètement d'autres femmes dans le besoin. « Je me sens tellement stupide et naïve aujourd'hui », a écrit Maria, désespérée, dans son long message. Mais elle était si incroyablement convaincante et passionnée quand elle en parlait. Elle m'avait fait croire, les yeux dans les yeux, qu'elle était une personne repentie de ses erreurs passées, cherchant sincèrement à redonner à la communauté qui l'avait aidée.
Nous avons pris le soin de mettre Maria en contact direct avec notre avocat de confiance, et elle a pu, grâce à lui, déposer sa propre plainte au civil contre Diana. Elle n'a malheureusement jamais récupéré un seul centime de son argent volé, car Diana n'avait désormais plus rien à saisir, ses comptes étant bloqués et ses biens confisqués. Cependant, Maria nous a confié plus tard que le simple fait de voir Diana assumer publiquement les conséquences de ses actes devant un tribunal, et d'obtenir enfin une véritable conclusion judiciaire à cette sale histoire, en valait largement la peine pour apaiser son cœur. L'autre révélation particulièrement choquante et troublante, apparue lors de l'enquête minutieuse du FBI, concernait le temps astronomique que Diana avait passé à planifier de s'en prendre spécifiquement à nous. Les enquêteurs fédéraux ont retrouvé plusieurs gros carnets cachés dans ses affaires personnelles, dont certains dataient de plus d'1 an avant les faits. Ils étaient entièrement remplis d'observations méticuleuses et presque obsessionnelles sur nos habitudes quotidiennes de vie, sur l'état supposé de nos finances, et contenaient même des croquis détaillés de l'agencement intérieur de notre maison. Elle nous avait secrètement observés comme des proies, étudiés sous toutes les coutures, apprenant par cœur et consignant nos heures de départ au travail et nos heures d'arrivée. Elle savait exactement, grâce à ses notes, quand Carlos partait en voyage d'affaires pour plusieurs jours, ou quand je faisais des heures supplémentaires le soir à l'atelier. Elle avait calculé avec la précision d'une horlogère le moment idéal et la fenêtre d'opportunité parfaite pour passer à l'action sans risque. Ces carnets glaçants renfermaient d'autres détails particulièrement troublants pour notre sécurité. Elle avait pris le temps de noter les noms complets et l'âge de tous nos voisins immédiats, nos numéros de plaques d'immatriculation exacts, et même les heures précises de distribution du courrier par le facteur de notre rue. Elle avait longuement fouillé dans les registres cadastraux publics de la ville, afin d'évaluer exactement la valeur nette que nous possédions dans la maison après le remboursement partiel du prêt. Une note spécifique, datant de 6 bons mois avant sa demande soudaine de près de 15 000 €, disait simplement ces quelques mots: « Elle se croit tellement supérieure à nous tous, à la famille. Il est grand temps de lui donner une leçon inoubliable sur ce qui compte vraiment dans ce monde. Et de la remettre à sa place. » Lire ces mots, écrits de sa main avec une telle froideur, m'a donné la chair de poule. Il ne s'agissait décidément nullement d'une femme désespérée, prenant des décisions dramatiques et impulsives sur le coup de l'émotion. C'était une attaque froide, calculée et préméditée, en préparation dans l'ombre depuis plus d'une année entière. L'évaluation psychologique complète, ordonnée de manière obligatoire par le tribunal avant de prononcer la sentence fédérale, a brossé un tableau clinique encore plus glaçant de la personnalité de Diana. Elle a été formellement diagnostiquée par les experts avec un trouble sévère de la personnalité antisociale, couplé à un trouble profond de la personnalité narcissique. Le rapport détaillé du psychologue soulignait de nombreuses fois son absence quasi totale d'empathie sincère envers la détresse de ses nombreuses victimes, ainsi que son sentiment de supériorité absolument démesuré et injustifié. La prévenue, au cours des nombreux entretiens, ne montre aucun remords sincère ni aucune culpabilité pour la gravité de ses actes, indiquait sans ambiguïté le document médical. Sa principale et unique préoccupation semble être la colère bouillonnante d'avoir été prise au piège par les autorités, plutôt que la culpabilité ou le regret face au préjudice financier et moral causé à autrui au cours de ces escroqueries répétées. Même derrière les épais barreaux de la prison fédérale, Diana a continué à causer des problèmes incessants à l'administration pénitentiaire. Elle a reçu de multiples avertissements disciplinaires graves, pour avoir tenté de manipuler psychologiquement d'autres détenus vulnérables. Elle a également été sanctionnée pour avoir essayé de lancer et de gérer des réseaux de paris clandestins illégaux au sein de l'établissement, et même pour avoir cherché de manière insistante à séduire un gardien de prison dans le but d'obtenir des faveurs. À cause de son comportement asocial, elle a passé de très longues périodes à l'isolement strict. Au fil de l'avancée de sa peine, les lettres qu'elle nous envoyait depuis sa cellule devenaient de plus en plus délirantes, agressives et déséquilibrées. Dans l'une de ses missives pleines de rage, elle affirmait sans l'ombre d'un doute que c'était nous qui avions détruit sa vie parfaite, et elle jurait sur tout ce qu'elle avait de plus cher de nous le faire payer au centuple à sa sortie de prison. Dans une autre lettre, rédigée quelques semaines plus tard, elle passait sans aucune transition des pires menaces de mort à l'égard de Carlos et moi, à des supplications larmoyantes pour qu'il vienne lui rendre visite au parloir. Elle lui assurait avec ferveur qu'elle avait profondément changé en prison, et qu'elle avait enfin trouvé le chemin de Dieu. Face à cette instabilité effrayante, nous avons systématiquement transféré toutes ces lettres de menaces à Jessica et à notre avocat. Elles ont toutes été versées au dossier d'une toute nouvelle affaire de harcèlement aggravé par correspondance. Face à ces nouvelles preuves, le juge a décidé de prolonger sa peine initiale de 6 mois fermes supplémentaires. De notre côté, loin de toute cette noirceur, nos vies n'ont cessé de s'améliorer et de s'épanouir.
Non seulement j'ai été officiellement promu au poste de chef d'équipe au sein de l'atelier, avec une belle augmentation à la clé, mais on m'a également demandé de prendre en charge une partie de la formation des nouveaux employés sur les machines complexes. J'ai même eu l'honneur de prendre la parole en tant qu'intervenante lors d'une grande conférence régionale, axée sur les meilleures pratiques en matière de sécurité au travail. Cette belle reconnaissance professionnelle m'a fait énormément de bien à l'ego, après des mois de doute. Cependant, ce qui a été encore plus gratifiant et touchant pour moi, c'est le respect profond que j'ai gagné auprès de mes collègues. Beaucoup d'entre eux avaient suivi de près ou de loin comment j'avais géré la situation de crise avec Diana, sans jamais flancher ni perdre mon professionnalisme. Carlos s'est également brillamment épanoui dans son propre travail, prouvant sa valeur à sa hiérarchie. Son patron, particulièrement impressionné par la façon stoïque et rigoureuse dont il avait traversé cette grave crise personnelle et l'enquête des RH, l'a nommé responsable d'un compte client extrêmement important pour la firme. Grâce à cette belle promotion et à l'augmentation substantielle de salaire qui l'accompagnait, nous avons enfin pu nous offrir sans arrière-pensée ce voyage romantique en Irlande. Un projet dont nous parlions avec envie depuis des années, mais que nous repoussions toujours à plus tard. Si cette terrible épreuve a eu un impact notable sur notre mariage, c'est bien de l'avoir rendu plus solide, complice et résilient que jamais auparavant. Traverser une situation aussi intense et dangereuse main dans la main, se soutenir mutuellement et inconditionnellement quand tout semblait s'effondrer autour de nous, a forgé un lien d'acier qui nous paraît désormais totalement indestructible. Nous avons tout de même commencé à consulter régulièrement un conseiller conjugal. Non pas parce que nous avions des problèmes de communication ou de confiance, mais parce que nous voulions digérer de manière saine et constructive tout ce traumatisme que nous avions vécu. Nous voulions nous assurer d'en ressortir encore plus forts et unis pour affronter l'avenir. Notre excellente thérapeute nous a beaucoup aidé à comprendre la mécanique complexe de notre relation. Elle nous a expliqué comment un traumatisme extérieur d'une telle violence pouvait soit rapprocher fusionnellement les couples, soit au contraire les déchirer irrémédiablement, tout dépendait de la façon dont ils choisissaient d'y faire face. Vous avez tous les deux fait le choix conscient et courageux d'affronter cette menace extérieure comme une véritable équipe soudée, plutôt que de vous retourner l'un contre l'autre sous la pression, a-t-elle fait remarquer un jour avec admiration. Et croyez-moi par mon expérience de thérapeute, ce n'est pas aussi courant qu'on pourrait le penser dans les situations de crise intense. Nous avons par ailleurs procédé à de nombreux changements pratiques et réconfortants dans notre quotidien. Nous avons encore modernisé notre système de sécurité domestique, en ajoutant de nouvelles caméras de surveillance plus performantes autour du périmètre de la maison. Et pour couronner le tout, nous avons même adopté un formidable chien de garde. C'est un majestueux berger allemand nommé Tank. Il est d'une nature très amicale et douce avec les invités que nous convions à la maison, mais il se montre incontestablement et vocalement intimidant envers quiconque s'approche de notre porte sans y être invité. Il est devenu le gardien fidèle de notre tranquillité retrouvée. Mais le point d'orgue de notre guérison, et de loin le plus important dans tout cela, c'est que nous avons enfin posé des limites saines et infranchissables avec la famille de Carlos. Sa mère, qui avait malheureusement encouragé et minimisé le comportement destructeur de Diana pendant tant d'années, a d'abord essayé de le manipuler émotionnellement pour le culpabiliser. Elle voulait à tout prix le forcer à rendre visite à sa sœur en prison, ou, à minima, à lui verser de l'argent de poche sur son compte de cantine carcérale. « C'est toujours ta petite sœur, malgré tout ce qui s'est passé, » répétait-elle en boucle, la voix larmoyante, lors de leur conversation téléphonique toujours très tendue. « Et je suis toujours sa victime désignée, » rétorquait sèchement Carlos, sans jamais céder un pouce de terrain. Le fait que nous partagions par hasard le même ADN n'efface en rien tout le mal qu'elle a fait, ni ses intentions de nous détruire. Finalement, après des mois de bras de fer émotionnels, la mère de Carlos s'est résignée à la réalité. Elle a elle-même sagement entrepris une thérapie comportementale, et a commencé, grâce à l'aide d'un professionnel, à réaliser que sa complaisance aveugle avait en fait causé un tort irréparable à Diana. En voulant la protéger à tout prix des difficultés de la vie, en lui trouvant toujours des excuses, elle l'avait empêchée de grandir, d'apprendre la valeur de l'effort, et surtout d'affronter les véritables conséquences de ses actes. Elle avait, sans le vouloir, nourri le monstre. Les répercussions positives des crimes de Diana se sont étendues bien au-delà de notre petit cercle intime. L'atelier d'usinage où je travaille a décidé de mettre à jour toutes ses politiques internes de vérification des antécédents lors des embauches. Mon patron a en effet réalisé, avec des sueurs froides, avec quelle incroyable facilité une personne mal intentionnée, dotée d'une fausse identité, aurait pu s'infiltrer dans nos locaux et nuire à l'entreprise. L'entreprise financière de Carlos a fait de même à plus grande échelle, en mettant en place des procédures de sélection beaucoup plus rigoureuses et des audits de sécurité accrus pour tous ses futurs employés.
L'affaire Diana a servi d'électrochoc à bien des niveaux. Dans la foulée de ces événements, l'association de notre quartier a organisé une grande réunion, et a lancé un vaste programme de surveillance de voisinage. Les résidents s'étaient en effet rendus compte avec effroi de la durée pendant laquelle Diana avait tranquillement espionné notre rue, sans que personne ne s'en aperçoive ou ne signale sa présence suspecte. Grâce à cette nouvelle vigilance collective, les délits mineurs contre les biens et les cambriolages dans notre secteur ont d'ailleurs considérablement chuté. Une fois que les habitants ont commencé à se parler et à prêter davantage d'attention aux comportements inhabituels ou suspects, la sécurité de tous s'en est trouvée renforcée. À l'approche de la date théorique de libération de Diana, bien qu'il lui reste encore un peu plus de 2 ans ferme à purger selon les dernières estimations, ce qui situe sa sortie vers la toute fin de l'année 2027, nous avons de nouveau consulté notre avocat. Nous voulions discuter de manière proactive des mesures de protection légale supplémentaires que nous pourrions mettre en place pour anticiper son retour dans la société. Nous avons ainsi découvert avec soulagement l'existence de programmes étatiques de notification aux victimes. Ces systèmes automatisés nous alerteront instantanément par téléphone ou par email lorsqu'elle sera libérée du pénitencier, si elle est transférée dans un autre établissement, ou si, par chance pour nous, elle enfreint l'une des très strictes conditions de sa future et longue période de probation. Le système de surveillance n'est jamais parfait à 100%, nous a tout de même mis en garde notre avocat, avec son pragmatisme habituel. Mais vous avez pris les devants. Vous avez constitué au fil des ans un dossier juridique et policier en béton armé. Si jamais elle est assez folle pour tenter quoi que ce soit à nouveau contre vous, ou même s'approcher de votre maison, elle retournera derrière les barreaux fédéraux pour très longtemps. Elle le sait. Nous avions également sérieusement envisagé la possibilité de déménager loin d'ici pour effacer nos traces, mais nous avons finalement décidé de ne pas le faire, après en avoir longuement discuté. C'est notre maison. C'est notre refuge. Nous avons travaillé bien trop dur, économisé pendant trop d'années pour l'obtenir. Nous y avons mis une trop grande partie de nous-mêmes et de notre histoire, pour laisser le simple fantôme et le mauvais souvenir de Diana nous en chasser comme des lâches. Au lieu de fuir notre propre vie, nous nous sommes donc concentrés avec une énergie nouvelle sur la construction de l'avenir dont nous rêvions. Nous avons commencé à organiser très régulièrement de joyeux dîners pour nos amis proches. Le genre de soirée conviviale, bruyante et pleine de rire, dont nous étions bien trop épuisés et stressés pour profiter, à l'époque où Diana semait constamment le chaos et la peur dans notre existence. Nous avons planifié avec enthousiasme de futurs beaux projets de rénovation pour la maison, évoqué sérieusement l'idée d'adopter un 2e chien de refuge pour tenir compagnie à Tank, et réfléchi à nos envies de voyager davantage à travers le monde. Ou de privilégier les micro-aventures locales lors de nos week-ends. Autrefois, je croyais dur comme fer que la famille passait avant tout le reste. Que les liens du sang excusaient les pires comportements. Aujourd'hui, après cette descente aux enfers, ma conviction a radicalement changé. J'ai compris ceci, la famille, le véritable amour familial, ça se mérite chaque jour. Ce n'est en aucun cas un dû inconditionnel. Et quiconque tente par la force ou la ruse de vous voler ce que vous avez durement bâti au fil des ans, a tout intérêt à se préparer pour la tempête dévastatrice qui va suivre. Car parfois, la vengeance la plus efficace ne se règle pas à coups de poing de ruelle, ou en hurlant des insultes. Parfois, la vraie vengeance prend la forme implacable de lourds documents judiciaires empilés sur le bureau d'un juge, de comptes bancaires saisis et gelés jusqu'au dernier centime, et du silence glacial et définitif d'une lourde porte de prison verrouillée. Qu'ils ne pourront plus jamais franchir de leur propre volonté. Et c'est très exactement le sort mérité qui a été réservé à Diana, sans que je n'éprouve la moindre once de pitié. Mais, au-delà de sa lourde condamnation pénale et de sa ruine financière, elle a perdu quelque chose de bien plus précieux encore. Elle a perdu la chance inestimable de faire partie de quelque chose de vrai. Quelque chose de solide, fondé sur l'amour sincère, le respect mutuel, et le travail acharné. Elle a bêtement gâché l'opportunité en or d'avoir une vraie famille autour d'elle. Une famille qui l'aurait soutenue, qui aurait toujours été là pour elle dans les moments difficiles, si seulement elle avait daigné se comporter de manière un tant soit peu humaine et reconnaissante. Sa perte incommensurable a été notre plus grande victoire. Et chaque nouveau jour où nous nous réveillons avec le sourire dans notre foyer paisible et sécurisé, chaque soirée tranquille que nous passons blottis l'un contre l'autre, chaque rire spontané que nous partageons sans avoir à regarder constamment par-dessus notre épaule avec angoisse. C'est cela, très exactement cela, notre plus belle et éclatante vengeance.